9h10 et c'est l'heure du débat du jour, Louis Dauphren. Oui, et merci Pierre-Hugues Dubois. On se retrouve demain à partir de 6h30. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Un débat du jour auquel vous pouvez participer avec deux adresses, direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. Avec en présence donc deux invités, Sophie Rouberty, Priscilla de Selve, respectivement journaliste et auteur pour Sophie Rouberty. Bonjour. Bonjour Louis. Et rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie pour Priscilla. Bonjour Priscilla. Bonjour. Merci à toutes les deux. Vous allez nous accompagner jusqu'à 10h pour commenter l'actualité, une sélection de sujets pris dans l'actualité. On va commencer par la justice des mineurs. Et oui, la justice des mineurs, c'est une réponse voulue par Gabriel Attal pour faire face à un phénomène de société qui s'accentue et que le meurtre d'Elias, un adolescent de 14 ans mortellement poignardé à Paris récemment pour son téléphone portable, c'était le 24 janvier. Et donc ce meurtre a pu mettre en valeur, si je puis dire, ou du moins aux yeux des politiques, la nécessité d'agir. 2 mineurs de 16 et 17 ans avaient été mis en examen. Et le texte se veut donc une réponse aussi à ce phénomène de société. Texte étudié à l'Assemblée depuis mercredi. Alors il y a pas mal d'éléments, comparution immédiate, sanction des parents, dérogation à l'excuse de minorité, etc. Il y a un certain nombre de points que la gauche réprouve et que Gabriel Attal défend. Qu'en pensez-vous, Priscilla de Selve, Sophie Rouberty? Ce texte vous semble-t-il ajusté? Priscilla. Je pense qu'il n'est surtout pas nécessaire. En l'occurrence, c'est un texte qui a été mis sur la table par Gabriel Attal. Il était alors Premier ministre. C'est dans son discours de politique générale, juste après, en 2024, il avait déclaré qu'il était urgent d'agir pour sanctionner les mineurs à la hauteur des faits commis. On sortait des émeutes de juin 2023 avec la mort de Naël. Et après, il y a eu la dissolution. Il n'a jamais mis en œuvre, en tout cas son projet texte, mais en tant que député, en tant que chef du groupe Ensemble République au Parlement, il a décidé de remettre sur le tapis ce texte. Le problème, en fait, c'est que, d'abord, réagir sous le coup de l'émotion, même après un fait divers aussi épouvantable, c'est jamais une bonne chose. Et surtout, il existe déjà un texte de loi qui a été mis en place par Nicole Belloubet, alors ancienne garde des Sceaux, un texte qui a été mis en place en 2021, donc c'est quand même assez récent, et qui, de l'avis de tous, parce qu'il y a une commission parlementaire qui a été mise en place pour juger de son évaluation, ce qui est une bonne chose en général, ce qui n'est pas toujours fait, est un bon texte, un texte équilibré qui venait mettre de la cohérence dans un empilement de textes qui existait depuis 45, parce que la base de la justice des mineurs, c'est 45. Et Nicole Belloubet et le ministère de la Justice à l'époque avaient fait un travail reconnu et salué par tous. Et qui avait permis de désengorger, de traiter plus rapidement les affaires, et qui mettait toujours la notion de protection avant la notion de répression. Parce que c'est ça qui est spécifique dans la justice des mineurs, c'est qu'on ne les juge pas comme des adultes, parce que ce sont des jeunes, ce sont des enfants, et qu'on estime qu'il faut protéger, éduquer avant de réprimer et de sanctionner avec des conséquences qui pourraient être désastreuses dans la vie de ces jeunes qui ont moins de 18 ans par essence. Donc la question, c'est pourquoi ? Pourquoi ce texte... Pas nécessaire de circonstances. Bah non. Tous les magistrats le disent. La justice des mineurs, elle est plus efficace que l'année auparavant. On juge plus vite, on juge mieux. On essaie de faire comprendre aux jeunes qui sont jugés que leurs actes sont graves, ont des conséquences. Et Gabriel Attal, on a un peu l'impression qu'il veut sa loi, quoi. Comme beaucoup d'hommes politiques, malheureusement, l'ego passe avant l'efficacité. Et donc cet effet de manche a l'air de plaire à une certaine partie de la classe politique. Sophie Rouberty. Alors c'est vrai que l'ego peut jouer dans ce genre de circonstances et que généralement les politiques aiment bien laisser leur nom à des lois. D'ailleurs, il faudrait peut-être interdire qu'on donne, même une obsession, qu'on donne un nom, le nom de la proposition, le nom de celui qui l'a présenté. Il est vrai que du coup, il y en aurait peut-être moins. Il y en aurait peut-être moins, ou peut-être plus réfléchi, moins d'inflation législative, plus concerté, etc. Cette réforme de Nicole Belloubet que vous évoquiez, cette réforme qui date seulement de 2021, cette proposition de loi se place vraiment à rebours
de ça. Mais pourquoi ? Alors, je ne pense pas qu'on agisse sur juste l'affaire, si on peut dire, Elias, parce qu'en fait, il y a un cumul d'opérations, on sait cumul de drames, cumul de meurtres, cumul de violences. Les jeunes sont de plus en plus impliqués. On sait que depuis 1990, par exemple, les vols avec violence ont été multipliés par 7 lorsqu'ils impliquaient des jeunes. Et pour les stupéfiants, c'est multiplié par 4. Donc c'est vraiment c'est devenu une masse considérable contre lesquelles toutes les évolutions des lois n'ont pas pu faire grand-chose. Et donc l'idée de cette loi est probablement qu'elle parte d'une intention qui n'est pas si mauvaise que ça. C'est la création de la comparution immédiate pour les mineurs. Parce qu'en fait, on le sait, c'est un peu avec les enfants, avec les jeunes, il faut que la sanction arrive très vite après l'acte délictueux, l'acte dangereux, ou même dans l'éducation ordinaire. Si on considère qu'il y a une réprimande à faire ou une punition à donner, mieux vaut qu'elle arrive tout de suite que 6 mois après. Or, en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que la séparation entre l'audience de comparution et l'audience de condamnation laissait le jeune dans l'impression de l'impunité, puisque la sanction n'arrivait pas. Et comme les taux de récidive sont considérables, on peut se poser la question de savoir si ça n'est pas finalement une bonne idée de supprimer cette option qui avait été faite par Nicole Belloubet. Il entend également, Sophie Roberti et Priscilla de Selve, Gabriel Attal entend également inverser les choses sur l'excuse de minorité qui permet d'atténuer les peines judiciaires afin qu'elles ne soient plus automatiques à partir de 16 ans pour des faits particulièrement graves. Ça vous semble judicieux ? Sophie Roberti ? Que ce ne soit pas systématique, pourquoi pas ? Mais je crois que le problème fondamental, c'est quand même celui de l'éducation. C'est qu'un jeune qui arrive à 16 ans en ayant assassiné quelqu'un, c'est qu'il y a autre chose que juste un problème de minorité. Ça veut dire que tout ce qui aurait dû être fait avant ne l'a pas été. Et c'est là où je pense que... C'est un problème de société, hein. C'est un problème de global. société. La justice ne peut pas grand-chose là. Elle hérite d'une situation. Non, bien sûr. Non, mais la justice ne peut pas tout. Et surtout, alors, déjà, on n'a pas parlé des moyens de la justice, mais ça serait une bonne chose d'en parler. C'est-à-dire que c'est un sujet en soi. Ce délai qui avait été instauré par la loi de Nicole Belloubet, c'était entre l'audience et la sanction, était un délai qui était mis en pratique pour accompagner le jeune, pour lui permettre de comprendre la gravité des faits qu'il a été reproché et pour lesquels il avait été condamné. C'était, en fait, il y avait un besoin d'éduquer à la peine, à la sanction, qui n'était pas inintéressant du tout. Et moi, je ne suis pas juge, mais ce que je vois, c'est que le rapport parlementaire se félicitait des effets bénéfiques et de cette loi, et notamment de ce délai, et disait que y avait, ça n'empêchait pas la célérité dans le jugement des affaires. Donc, c'est pas ça le problème, en fait. C'est pas ça. Mais la question qu'on se pose, en fait, nous tous, là où on est tous sidérés, notamment en tant que parents, c'est que on a l'impression que cette violence des jeunes est en constante augmentation et que ces violences sont de plus en plus graves et cette violence, elle nous laisse sans voix. On se dit, mais comment ? Alors, on accuse les parents, c'est ce que fait Gabriel Attal, Alors justement, il veut les sanctionner, les parents d'enfants mineurs. Non mais... délinquants. Qu'il y ait des parents qui soient absents, c'est un fait. Les causes de cette absence, elles sont à distinguer. En fait, vous ne pouvez pas arriver avec un marteau pour taper sur tous les jeunes de la même façon. Et le travail des juges, et c'est méconnaître le travail des magistrats, que de dire qu'ils jugent en bloc. En fait, ils font un travail incroyable. Ils passent un temps fou à écouter ces jeunes, à essayer de comprendre d'où viennent ces problèmes, et à écouter les familles. Alors, mais quand les familles sont absentes, ça peut aussi être pour, entre guillemets, des bonnes raisons. Les familles monoparentales, quand une femme, c'est le plus souvent 98%, ce sont des femmes qui sont à la tête de ces familles monoparentales, quand des mères de famille se débattent avec des enfants qui n'ont pas de père et qui essaient de les garder dans le droit chemin, c'est compliqué en fait. De quel droit on va juger ces femmes ? Là, c'est toute la société qui doit prendre sa part. Du droit qu'elles sont, enfin du devoir qu'elles ont en tant que personnes responsables. Encore faut-il... mais dans ces cas-là, il faut aussi condamner le parent absent, le père absent. Voilà.
La justice, elle court pas, et la police ne court pas après les pères absents non plus. Alors cette question de la séparation entre l'audience de comparution et l'audience de jugement, en fait, ça part certainement d'une bonne intention, mais dans la réalité, comme vous l'évoquiez, la justice n'a pas les moyens de suivre ces jeunes. C'est vrai. Donc en fait, ça finit par être une fausse bonne idée, dans la mesure où ce délai qui serait un délai éducatif, un délai de suivi, un délai d'explication, eh bien finalement c'est un délai de rien du tout. Et donc c'est une vraie difficulté, parce que finalement la justice est dépourvue des moyens dont elle aurait besoin. Et on sait très bien que la justice des mineurs, la protection des mineurs en France est confrontée à des drames absolus. Des drames absolus. Et donc cette responsabilité des parents, bien sûr qu'elle doit être recherchée, mais en même temps, c'est l'ensemble de la société qui a changé. Avant, on avait le village qui s'occupait qui réprimandait le gamin qui sortait du droit chemin. Maintenant, ça n'est plus le cas. Et je m'étonne toujours qu'on parle des jeunes. En fait, c'est des jeunes, parce que les jeunes ne sont pas tous des mineurs, dans ces situations. Enfin, en tout cas, des mineurs. Mais tous les mineurs n'ont pas des comportements délictueux. Encore heureux. Mais cette généralisation, les jeunes, met en cause, je crois, l'ensemble des parents, ce qui n'est pas le cas. Je pense l'immense majorité des parents suivent leurs enfants, s'en occupent, les éduquent, et ça touche une partie de la population, malheureusement en croissance. Mais il ne faut pas dire... Je pense que c'est une erreur de parler des jeunes. Mais les parents de mineurs délinquants, vous êtes pour les sanctionner ? Je crois qu'il faut en tout cas rechercher leurs responsabilités. Alors la sanction, vous évoquiez les mères seules. C'est vrai qu'une mère débordée qui part à 5h du matin pour travailler, qui rentre à 21h parce qu'elle a 2 heures de transport, de fait, elle ne s'occupe pas de ses enfants. Elle n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. Et le drame, il est là aussi. Donc ça veut dire qu'en fait, ce volet répressif, parce que ce qui est dénoncé dans ce texte par les opposants, c'est le fait qu'il soit axé sur de la répression, sur davantage de répression. Ça, vous estimez qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là, mais qu'en même temps, l'opinion est prête à entendre le fait qu'il y a un phénomène, comme vous l'avez dit, Sophie Roberti, qui est massif, et des règles qui sont beaucoup moins intériorisées qu'elles ne pouvaient l'être avant. Je crois que la question de la sanction, elle se pose, elle est importante. Et le fait d'aller plus loin dans la sanction, en fait, le problème n'est pas un problème uniquement de texte, mais d'application des textes. Parce que c'est bien beau de voter des lois, mais encore faut-il qu'elles soient appliquées. Et le problème, c'est que bien souvent, elles ne le sont pas, ou elles le sont de manière partielle, ou les services qui sont chargés de la mise en œuvre du suivi de ces jeunes ou de l'application des lois, sont impuissants. C'est très vrai, l'application. Avant de changer les textes, avant de proposer un projet de loi ou proposition de loi, il faut d'abord mettre en vigueur, mettre en pratique les textes qui ont été votés. Et c'est justement ce qu'on peut... Alors là, pour le coup, le rapport parlementaire le dit, la réforme Belloubet a permis de réduire les stocks d'affaires en souffrance, diviser quasiment par 2 les délais de jugement. Et puis les magistrats eux-mêmes se défendent de laxisme. Ils rappellent que les peines pour les mineurs sont de plus en plus sévères, que le nombre d'adolescents poursuivis pour infraction pénale, s'il a baissé, le nombre de mineurs incarcérés, lui, a augmenté. Enfin, on fait pas rien, les magistrats ne font pas rien, et ça serait bon aussi d'éviter toutes les rotomontades politiques sur un sujet aussi grave que la violence des mineurs. Encore une fois, le tout répressif, on le sait parce qu'on l'a déjà vécu, seul n'est pas bon. Bien sûr qu'il faut une sanction quand on a prévenu, quand on a éduqué, quand on a accompagné. Si le jeune ne se conforme pas et récidive, bien sûr qu'il faut que la sanction soit sévère. C'est clé. Mais la question, c'est aussi tout ce qui entoure la sanction, c'est tout ce qui entoure le fait. Et c'est du travail minutieux, de longue haleine, de dentelle. Et pour ça, il faut que les magistrats, les éducateurs sociaux puissent travailler, qu'on leur donne les moyens.
Maintenant, les parents du jeune Elias disent Elias est mort en raison d'une impunité dans laquelle se sont sentis 2 mineurs, malgré une prise en charge éducative et pénale. C'est ce qu'ils disent. Cessons de protéger par des mesures uniquement éducatives les mineurs auteurs d'infractions. Ils ont raison. De fait, bah oui, mais ils attendent des pouvoirs publics qu'ils agissent. Voilà. Mais ces 2 jeunes, ils étaient sous contrôle judiciaire, ils ne devaient pas se voir, ils habitaient dans le même immeuble, dans le même bloc d'immeubles. C'était une évidence. Je veux dire, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait des mineurs, ils soient éloignés. Enfin, c'est une évidence. Oui, mais ça n'est pas fait, justement. Oui, mais pourquoi ? La question, c'est ça. C'est pourquoi ? Pourquoi qui a failli ? Pourquoi ce la sentiment police, d'impunité ? La justice, les parents, qui a failli ? Pourquoi ce sentiment d'impunité ? Parce qu'il n'y a pas de sanction non plus. Et donc il y a un juste équilibre à trouver. C'est la vraie difficulté à laquelle on est confronté de plus en plus. Un juste équilibre entre la sanction et l'éducation. Et quand l'éducation n'a pas été faite auprès d'un enfant de 16 ans, eh bien c'est compliqué de lui faire comprendre qu'il peut continuer à voler, tuer, blesser, sans... Maintenant, la justice n'est pas là pour faire le travail des parents. La justice est là pour faire respecter les règles. C'est toute la société. Encore une fois, c'est un problème. La violence des jeunes, c'est un problème de société. Parce que ça part effectivement du cercle familial. C'est accompagné aussi par l'école, parce qu'il y a des éducateurs, des co-éducateurs à l'école. Il est nécessaire que la police puisse enquêter et arrêter, et que les magistrats puissent réprimer et sanctionner. Voilà. En fait, c'est tout un cercle vertueux, et quand il y a un des agents, que ce soit la famille, que ce soit la police, que ce soit l'État, que la justice, on est tous responsables de ces gamins qui devraient effectivement, dans ces cas-là, être sanctionnés. Je pense que personne ne pouvait prédire de ce qui allait se passer après pour le jeune Elias. Maintenant, honnêtement, il y a des familles qui s'occupent de leurs enfants, d'autres pas du tout. Donc, mais c'est très juste, voilà. Évidemment. Et c'est normal que les uns ne souffrent pas de l'absence des autres et de l'inertie des autres. On peut imaginer que la réponse de Gabriel Attal se porte sur ce terrain-là. On ne peut que répondre à cette famille qui a perdu un enfant. À partir du moment où il y avait des précédents où l'enfant était le jeune était récidiviste, avait été déjà connu des services de police, il y a une défaillance quelque part. Et cette défaillance, en fait, ce jeune devait-il être dehors, devait-il être pouvoir faire d'autres victimes. C'est la vraie question. Et la réponse n'est pas si simple à trouver. C'est une question que se posent beaucoup de gens. Pourquoi des personnes malfaisantes sont-elles dehors, en fait ? Mais oui. C'est une bonne question, mais une question. On n'aurait pas suffisamment. On n'a pas la réponse forcément, mais en tout cas, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude partagée. Juste un dernier point très très rapide. Est-ce que Gabriel Attal essaie de se positionner par rapport à un Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui est plutôt musclé ? Est-ce qu'il essaie aussi de marquer son territoire ? Alors, certainement qu'il essaye de marquer son territoire, certainement qu'il a envie de dire moi aussi je suis capable de montrer que la fermeté est importante pour moi. Donc c'est clair qu'il a quelque chose à dire, d'autant plus qu'il voit que ça marche, que dans les sondages, la fermeté paye. Donc il prend une certaine épaisseur avec ce type de proposition. Je ne sais pas s'il prend de l'épaisseur, mais en tout cas, il se positionne dans le jeu parlementaire, oui, c'est sûr. Priscilla, c'est votre avis aussi Oui, bien sûr. Il y a un jeu de pouvoir, il y a un jeu entre... Et c'est vrai que c'est très justement tout ce qui est fermeté plaît. Ça paye apparemment. Merci pour cette première partie de notre débat. On se retrouve dans quelques instants après les infos de Cécile Mérieux. Je pense, donc j'agis, Melchior Gormand. Ce jeudi, veille de la Saint-Valentin, nous parlons d'amour dans Je pense, donc j'agis. En 2025, à quoi ressemble l'amour et les relations amoureuses ? Ce sentiment a-t-il évolué ces 10 dernières années ? On en parle ce jeudi dès 10h. Vous pensez la santé précieuse ? Vous croyez les miracles de guérison possibles ? Alors venez prier Notre-Dame de la Santé à la veillée du 14 février à l'église Saint-Sulpice. De 18h30 à 21h, messe présidée par Monseigneur Marseille, prière pour les malades, litanie, procession avec chorale et musique indienne. Un rendez-vous à ne pas manquer avec la Vierge Marie. Elle attend vos intentions de prière vendredi 14 février, église Saint-Sulpice.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Vous vous inquiétez de ne pas retrouver vos repères habituels sur notre antenne, et c'est normal, nous avons effectué des changements à la rentrée, car nous avons la conviction qu'il nous faut travailler ensemble avec le réseau RCF si nous voulons grandir et rayonner davantage. Radio Notre-Dame, désormais sur l'antenne de RCF, c'est une réalité et il faut s'en réjouir. N'hésitez pas à nous soutenir dans cette aventure par virement sur le site de Radio Notre-Dame ou tout simplement par chèque à envoyer au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e. Je compte sur vous et merci beaucoup. Les infos, Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. L'examen du texte de Gabriel Attal se poursuit à l'Assemblée. Il vise à durcir la justice des mineurs, comparution immédiate, sanction des parents, dérogation à l'excuse de minorité. Elle reprend une série de mesures annoncées au printemps par Gabriel Attal, alors Premier ministre. Le texte est soutenu par le gouvernement mais rejeté par la gauche. Une grenade lancée dans un bar à Grenoble. Elle a fait une douzaine de morts, dont 2 graves hier soir, même 6 graves hier soir. L'événement a eu lieu dans un quartier sensible. La piste terroriste est pour l'instant écartée. Aucune hypothèse n'est privilégiée à ce stade. Cet acte violent pourrait être lié à un règlement de compte. Lutte contre l'antisémitisme. Le gouvernement relance des assises pour provoquer un sursaut collectif. Les actes antisémites de plus en plus nombreux ont atteint un niveau record depuis le 7 octobre 2023. Cet acte 2 des assises sera largement consacré à la jeunesse. À l'international, États-Unis et Russie entendent lancer des négociations immédiates sur l'Ukraine. Les 2 dirigeants ont échangé 1h30 hier par téléphone. Donald Trump juge irréaliste l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, voulue par Kiev, mais absolument rejetée par Moscou. Volodymyr Zelensky est aujourd'hui à Munich et rencontrera le vice-président américain J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. Les chefs de la diplomatie espagnole, allemande et française ont affirmé qu'aucune décision sur l'Ukraine ne pouvait se prendre sans Kiev et sans la participation des Européens. Israël maintient sa menace de lancer une nouvelle guerre dans la bande de Gaza, une reprise des combats en vue de la réalisation du projet de Donald Trump. Le président américain envisage de vider le territoire palestinien de ses habitants si le Hamas ne libère pas ses otages avant samedi. Et une conférence internationale sur la Syrie se tient aujourd'hui à Paris. La réunion porte sur la transition politique et les immenses défis sécuritaires et économiques auxquels fait face le pays. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En présence de Sophie Ruberti, journaliste et auteure, et Priscilla de Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie. On va parler du handicap à présent. Savez-vous que moins de 10% des hôtels en France sont accessibles aux personnes handicapées? Alors, les 20 ans de la loi handicap permettent de faire le point, sachant que le handicap revêt des formes extrêmement diverses. Il y a des handicaps visibles, cachés. On peut largement se déployer aussi sur ce terrain-là, celui des handicaps cachés notamment. Et donc, c'est toute une réflexion sur l'inclusivité qui permet aussi qui est permise par ce débat sur le handicap. Le handicap qui nous parle aussi de l'école, par exemple. La ministre de l'Éducation a fait état de 520 000 enfants en situation de handicap, alors qu'ils étaient 151 000 il y a 20 ans. Voilà, donc les choses progressent à la fois en nombre et en initiative. Est-ce qu'il y a des priorités que vous verriez, vous, devoir être exaucées? Priscilla de Selve. J'aimerais d'abord revenir sur les chiffres. Oui, il y a près de 500 000 enfants porteurs de handicap qui sont accueillis dans des écoles, dans des classes dites normales, mais à quelles conditions? C'est-à-dire que, encore une fois, la question repose beaucoup sur les épaules des profs qui n'ont pas toujours les moyens, pas toujours la formation pour accueillir des enfants porteurs de handicap. Ils n'ont pas toujours aussi des AESH, donc des personnes qui sont là pour les aider à disposition. Enfin, en fait, quand on écoute les parents d'enfants handicapés ou les personnes handicapées elles-mêmes, on se rend compte que vivre un handicap, c'est un parcours du combattant, non seulement parce que le handicap, c'est effectivement difficile à vivre, mais c'est surtout parce que essayer de bouger, de se loger, de travailler, d'être éduqué quand on est porteur de handicap, c'est
c'est un chemin de croix, littéralement. Vous n'êtes pas attendu, vous n'êtes pas accueilli, vous n'êtes pas compris. Vous devez, en tant que moi, j'ai une amie porteur d'un enfant porteur d'un handicap qui doit expliquer à chaque rentrée scolaire à la prof de son fils quel est son trouble, comment est-ce qu'il faut l'accompagner. Elle a même essayé de demander à ce que cette professeure soit formée en payant la formatrice, parce que l'État est absent et qu'il ne fait pas cet effort-là pour accueillir ces enfants, certes différents, mais qui font partie de la société et qui ont des droits et qui sont en plus, pour nous, souvent très... comment dire, qui nous éduquent à beaucoup de choses. Je me rappelle du président de l'Office chrétien des personnes handicapées qui rappelait à combien, quand on permet à une personne porteuse de handicap de travailler dans une entreprise, ça a des répercussions positives pour les gens qui travaillent avec cette personne. Que ça nous adoucit, ça nous remet à notre juste place. Voilà. Il y a encore beaucoup à faire. Cette loi, 20 ans après, pêche par de nombreuses façons. Il faut sortir de cette attitude paternaliste qu'on a vis-à-vis des personnes handicapées. On nous le reproche. À quoi est-elle due d'ailleurs, cette attitude paternaliste alors ? Je sais pas. Peut-être qu'on pense que parce qu'on est porteur de handicap, on est diminué, ce qui est tout sauf vrai. Donc voilà. Heureusement, il y a des initiatives absolument magnifiques. Je pense au Café Joyeux qui accueille, qui permettent à des gens, notamment porteurs de trisomie, de pouvoir travailler. Parce que voilà, travailler quand on est capable, ça devrait être un droit pour les personnes handicapées. C'est pas encore le cas. Sophie Roberti. Oui, ces 20 ans de la loi handicap, c'est l'occasion de faire un petit peu le point de ce qui a été fait. Parce qu'on partait de très très loin. Donc, il y a des améliorations qui ont été apportées en matière d'accès PMR, personnes à mobilité réduite. Normalement, en 2015, tout devait être accessible aux personnes en situation de handicap, ce qui n'est évidemment pas le cas et ce qui ne le sera pas avant très longtemps. Et quelqu'un qui me disait que dans une école près de chez elle, on prévoyait les travaux pour 2031. Donc ça nous laisse encore un petit peu de marge. Il y a encore effectivement beaucoup de problèmes dans les transports. Et cette loi handicap, elle était essentiellement tournée vers le handicap moteur. Et les handicaps de type psychique et intellectuel ont été un petit peu laissés de côté. Et l'idée de la loi, c'était chacun a vocation à être autonome. Mais quelle autonomie ? Quelle autonomie ? Tous les porteurs de handicap, vous le disiez, ces handicaps sont extrêmement variés. Tous n'ont pas la vocation à la même autonomie. On n'obtiendra pas les mêmes résultats pour tous. Donc il faut en fait faire du cas par cas, c'est-à-dire dire quel type de handicap, quelle autonomie est accessible. Exactement. Et puis pourquoi ? Par exemple, proposer à quelqu'un de vivre dans un appartement en autonomie, si c'est pour vivre seul, est-ce une bonne solution ? Même si, effectivement, la personne peut acquérir une certaine autonomie. Alors, il y a aussi des progrès qui ont été faits avec la création des MDPH, les maisons départementales pour les personnes handicapées. Une seule structure par département, alors qu'avant, les personnes en situation de handicap devaient courir partout pour obtenir les aides, les conseils, les informations. Mais c'est un enfer bureaucratique. C'est demander aux parents d'enfants handicapés ce que représente la réalisation d'un dossier, c'est lourd, c'est long, c'est compliqué. Malgré ces maisons. Malgré ces maisons. Les MDPH, c'est encore une fois évoquer avec ça les MDPH aux parents d'enfants handicapés, c'est un chemin de croix, c'est un parcours du combattant. C'est terrible. C'est des papiers, c'est des piles de dossiers. On a fait une très belle enquête dans la vie sur cette question-là. C'est ubuesque parfois. Les situations auxquelles ces parents sont déjà dans la difficulté, confrontés en plus. Alors, pourquoi Mais parce qu'il n'y a pas assez de monde, parce que les gens ne sont pas assez formés, parce qu'il y a trop de règles, mais pas assez trop de monde. Justement, s'il n'y a pas assez de monde, s'il y a trop de réglementation, il faut peut-être simplifier les choses, simplifier les dossiers. Il y a des choses qui sont très compliquées. Par exemple, j'avais au téléphone hier une éducatrice qui s'occupe d'insertion professionnelle de personnes handicapées. Elle me donnait un exemple. Si je veux parler avec quelqu'un qui est atteint de surdité, je dois avoir un traducteur. Pour avoir un traducteur, il faut que je demande le traducteur. Et donc, ça nécessite une anticipation à chaque rendez-vous pour personnes sourdes
qui demande un déploiement d'efforts, et certainement que cette personne, ça va être beaucoup plus compliqué de l'insérer, alors que finalement, elle serait tout à fait capable de mener un certain nombre de tâches de manière parfaitement autonome. Et la loi a prévu un droit au travail en milieu ordinaire. Mais si vous avez une personne qui met 2 fois plus de temps qu'une autre pour faire la même tâche, ça va mobiliser des équipes. Alors même si ça apporte beaucoup, comme vous le disiez, ça va mobiliser un manager. Et ça veut dire que finalement, les entreprises, de manière assez naturelle, puisqu'elles ont des obligations légales en matière de pourcentage de personnes en situation de handicap, vont choisir, entre guillemets, des handicaps faciles. Des handicaps, un fauteuil roulant, pour quelqu'un qui voit extrêmement mal, il suffit de mettre un grand écran, mais des handicaps psychiques. Des handicaps, des déficits intellectuels, c'est beaucoup plus difficile à intégrer dans une entreprise. Donc ça demande une démarche. Dans une entreprise habituelle, oui, mais en milieu ordinaire. Oui, en milieu ordinaire, c'est quasiment impossible. Mais il y a aussi des structures qui sont adaptées pour accueillir des personnes qui sont effectivement inaptes à travailler dans une entreprise ordinaire. Moi, j'aimerais rappeler que sur la question des MDPH, la volonté politique, elle est essentielle. C'est-à-dire que les MDPH dépendent des départements. Et donc, à la tête du département, vous avez un président qui peut flécher des moyens vers ces MDPH. Certains le font. Maldecalan est un des présidents du département qui, dès son entrée en fonction, a décidé de mettre les moyens, de simplifier les démarches administratives des parents d'enfants porteurs de handicap. Et ça marche, ça fonctionne. En fait, et d'ailleurs, on l'observe à l'échelle de la France, les délais de réponse ne sont pas les mêmes en fonction des départements. Ça veut bien dire que quand un homme politique élu à la tête d'un département décide de mettre sa priorité sur tel ou tel point, ça marche, ça fonctionne. Donc, il y a encore une fois une absence de volonté politique dans certains secteurs qui est aujourd'hui flagrante. Mais on se demande sur quantité de sujets, pas seulement le handicap, si l'État fait partie du problème ou de la solution. Parce qu'on se dit, quand on aborde le sujet, c'est l'enfer technocratique, ce sont les papiers, alors que normalement, tout devrait être simplifié. S'il y a un État, c'est pour que ce soit par nature plus simple, pas pour que ce soit plus compliqué. C'est vrai qu'on peut s'étonner. Et on s'étonne de ça. Le problème devrait être ailleurs. Le problème devrait être dans le traitement même du handicap, pas dans la formalité. Il y a un très bon exemple de cette complexité, c'est le métro parisien. La SNCF a fait de gros efforts pour adapter le train aux personnes handicapées. Le métro parisien, c'est un enfer. C'est un enfer pour les personnes handicapées, c'est impossible. Alors, la patronne de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, a souhaité qu'il y ait des améliorations, sur là où c'était possible. Et elle s'est heurtée à la mairie de Paris et à l'État, qui n'étaient pas d'accord pour engager des sommes qui sont certes colossales, vraiment colossales, pour améliorer cette accessibilité du métro parisien. Mais en fait, on a 3 acteurs qui refusent de mettre la main à la poche en se renvoyant le bébé. Donc voilà, c'est typique. Le métro parisien, c'est typique de cette situation. Sur le handicap, ce qui va compter finalement, c'est le regard de la société sur le handicap. Je trouve que c'est important, dans l'éducation des enfants en particulier, de les confronter, de manière assez naturelle, avec des personnes porteuses de handicap. Et le regard qu'on porte sur ces pas forcément la personne en fauteuil roulant, parce que finalement c'est ce qui est le plus facile à accepter, mais des personnes qui ont des comportements qui semblent différents. Bien finalement, on s'habitue. Là où j'habite, il y a une maison avec des personnes en déficience intellectuelle. Finalement, tout le monde prend le bus ensemble, et les enfants, dès qu'ils vont au collège, ils ont l'habitude d'être avec des personnes trisomiques, et finalement, je pense que ça rend complètement naturel. C'est très juste. C'est l'éducation aussi à la différence. Moi, j'ai un fils qui a été dans une école publique où il y avait une petite fille qui était atteinte de surdité. Le matin, elle était à l'école, et puis l'après-midi dans un foyer particulier. Et en fait, il y a eu toute une démarche, c'était presque un projet d'année, d'accompagner, de comprendre les difficultés de cette petite fille, de voir, voilà, ils ont même eu des ateliers de langue des signes. Enfin, tout ça, ça permet de voir le handicap comme quelque chose faisant partie intégrante de notre vie. Mais en France, c'est quand même difficile sur certains handicaps. Je prends l'exemple
qui est bien connu. Il y a déjà eu des mobilisations de personnes médiatiques sur le sujet de l'autisme, des enfants autistes et des parents qui sont obligés d'aller en Belgique parce qu'en France, c'est juste le cauchemar, il n'y a rien. Ah, mais ça, c'est la psychiatrie pédiatrique, c'est un enfer. Pourquoi on parle tout le temps mobilité, circulation des idées, Union européenne, etc. On franchit la frontière belge, tout est différent et vous avez des gens qui sont obligés d'aller là-bas pour traiter ce trouble autistique. Parce que c'est une question d'allocation des moyens. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas assez d'argent. C'est pas une question de rigidité. Je ne sais pas, il y a quelque chose bien sûr, parce que tout est on ne fait pas assez confiance aux associations, on ne fait pas assez confiance au privé. Dans l'école, c'est exactement la même chose. Non, mais il faut faire confiance aux associations et au privé, mais il faut aussi que les parents ne soient pas laissés tout seuls à dépenser des sommes astronomiques sans subvention. Enfin, c'est ça aussi le problème. On parle d'autisme, mais la maladie de Charcot, par exemple, il y a eu un texte qui a été voté au Sénat il n'y a pas longtemps pour essayer de mettre en conformité la gravité de cette maladie, les délais très courts de survie de ces malades avec les demandes qu'ils font. Il y avait des délais, on leur disait vous aurez votre réponse dans 6 mois. Répondre ça à une personne atteinte de la maladie de Charcot, c'est juste insupportable en fait. Sur la question de l'autisme, moi, encore une fois, cette maman m'expliquait que elle voulait passer par l'hôpital public. La psychiatrie pédiatrique en France, c'est un chantier en ruine, qu'on n'a pas les moyens. Il n'y a pas d'étudiants qui veulent s'orienter vers ça parce que le secteur a mauvaise réputation, alors que c'est juste extraordinaire. Et donc, il fallait des délais de 1 an pour voir un psychiatre, là où le privé, c'est plus court, mais c'est plus cher parce que c'est pas pris en charge pareil. Il y a des psychomotriciens à mettre en place, il y a des psychologues à mettre en place, il y a plein de choses à mettre en place. Et si vous voulez avoir une réponse rapide parce que vous êtes en état de détresse face à un enfant qui est compliqué, vous allez au plus simple, vous payez. Et donc, ça induit de fait une différence, une inégalité entre les parents qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Ça pose la question de l'allocation des ressources. Comment utilise-t-on l'argent des contribuables ? Comment utilise-t-on l'argent des assurés sociaux ? Il y a certainement des priorités à établir et le handicap, je crois, malheureusement, actuellement, n'est pas encore une priorité. Oui, je pense que malheureusement, tant qu'il y a 9 millions de personnes porteurs de handicap en France, ils sont encore invisibilisés, en fait. Il y a un comité interministériel qui doit se tenir le 6 mars sur cette question du handicap, qui doit donc, 20 ans après la loi de 2005 dont nous parlions, manifester donc la préoccupation du gouvernement, clairement réaffirmée par le Premier ministre François Bayrou dans sa déclaration de politique générale. Rappelons-le. On va passer, si vous le voulez bien, donc Sophie Roberti et Priscilla de Selve. Sophie Roberti, je rappelle, journaliste auteur, et Priscilla de Selve, rédactrice en chef à La Vie. L'attentat de la basilique de Nice, il se déroule en ce moment devant la cour d'assises spéciale de Paris. Et c'est un Tunisien, Brahim Aouissaoui, 25 ans, qui est jugé. 3 morts le 29 octobre 2020. On en parlait déjà hier, puis on va suivre évidemment cet épisode judiciaire. Il a fait un premier pas timide vers des aveux en reconnaissant qu'il était l'homme avec un couteau qu'on a vu donc sur des images dans la basilique. La personne sur la photo, c'est moi, a reconnu l'accusé. La question qui se pose peut-être, c'est pour les victimes, les trois victimes, quels sont aujourd'hui, quel regard porté sur leur action? Est-ce que l'Église, d'ailleurs, qui à ma connaissance n'a pas engagé de procédure à leur endroit, doit les considérer comme des martyrs? On se posait cette question-là hier, je n'avais pas de réponse, je ne l'ai pas davantage ce matin. Peut-être que vous avez des éléments à nous faire partager sur ce sujet, sachant que le mot martyr est aussi utilisé dans l'autre sens, si je puis dire, puisque l'enquêtrice qui s'exprimait à propos du cas de Brahim Aouissaoui, je vais arriver à dire son nom, le fait qu'il ait dit que tuer un musulman légitime un meurtre en retour, l'enquêtrice lui a dit tout simplement que vous étiez prêt à mourir en martyr, et c'est d'ailleurs ce qui a failli arriver. Donc le mot martyr est un petit peu polysémique, c'est-à-dire qu'il peut caractériser des terroristes qui tuent et puis les victimes de ces terroristes selon le côté duquel on se place. Sophie Roberti, Priscilla de Selve. Sophie. Alors vous disiez, l'Église n'a pas encore engagé de procédure. Alors pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Je ne sais pas s'il en faut une d'ailleurs, je ne sais pas, je pose juste la question. En fait, il y a 2 choses qui caractérisent le martyr qui permettent de caractériser un martyr pour l'Église catholique, c'est
le fait déjà qu'on soit dans une disposition au martyr, ce qui ne veut pas dire que ces personnes soient comme Saint-Pierre ou comme Sainte Blandine à annoncer leur foi jusqu'au martyr, mais en même temps, il fallait aussi la haine de la foi du persécuteur. Et en l'occurrence, la haine de la foi du persécuteur, je crois que là, elle est caractérisée. Parce que rentrer dans une église pour tuer les personnes qui sont présentes, peut-être parce que l'un d'entre eux a été pris pour un prêtre, il y a de la haine. Et je crois que ça suffit à le caractériser. Alors, qu'il soit martyr ou pas, officiellement, à mon avis, peu d'importance. Mais en tout cas, je crois que les caractéristiques sont remplies et sont bien là. Ils sont morts parce qu'ils étaient chrétiens et tués par quelqu'un qui avait la haine des chrétiens. Priscilla de Selve. C'est vrai qu'à cette aune-là, on peut effectivement dire que ces gens sont morts en martyrs parce que chrétiens, parce que visés par la haine de cet homme, parce que chrétiens. Et ça, en fait, en vous écoutant, je me dis qu'il y a beaucoup de martyrs, en fait, par le monde. Il y a beaucoup de femmes, d'hommes qui sont tués en raison de leur foi, simplement parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils professent cette foi, et qu'à cette aune-là, ils sont martyrs dans la foi, oui, sans aucun doute, oui. Mais alors de l'autre côté, lui, s'il avait péri dans l'attaque terroriste, le qualificatif de martyr lui aurait aussi sans doute été attribué. Sauf que c'est pas les mêmes fois, c'est pas les mêmes oui, justement, définitions. mais c'est pour ça que j'en parle. Et j'ai heureusement dans la religion catholique tué. Dans le décalogue, il y a bien inscrit noir sur blanc, tu ne tueras point. Donc chez nous, catholiques, tuer est un péché mortel et non pas un acte de foi. Sophie Ruberti. Oui, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Effectivement, on n'a pas dans les deux religions, le mot martyr n'a pas le même sens. Et donc, nous, on ne considère pas que c'est quelqu'un qui aurait été tué, par exemple, par la police pour l'empêcher de continuer à tuer. On ne considérait pas que c'est un martyr, on considère simplement que c'est un meurtrier. Le fait que l'Église veuille se porter partie civile, alors qu'on sait que l'Église catholique, on le disait aussi lors d'une précédente édition, n'est pas une personne morale en tant que telle, mais qu'elle veuille se porter partie civile, je n'ai pas la réponse non plus à cette question. C'est-à-dire qu'elle estime que cette attaque de la basilique de Nice la touche dans son entièreté, que tous les chrétiens sont touchés à travers l'attaque qui s'est manifestée le 29 octobre 2020. Qu'en pensez-vous ? Alors, je ne sais pas qui se présenterait. Ce serait peut-être le diocèse qui est une entité juridique, en fait. C'est peut-être le diocèse qui représenterait... Là, c'est Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Voilà, en tant que président de la CEF. Oui, c'est ça, CEF. Pourquoi pas ? Je crois qu'il y a quelque chose... De temps en temps, c'est bien aussi de dire nous sommes touchés en tant que chrétiens et c'est l'Église, en tant que catholique, et c'est l'Église catholique qui demande réparation et qui demande Donc vous êtes plutôt favorable à cette démarche ? Pourquoi pas ? Oui, je trouve ça bien. C'est rare que l'Église se mette comme ça en avant. Ça doit pas être systématique, mais je trouve que cette démarche est la bonne parce que ce sont les chrétiens, la communauté chrétienne, l'Église catholique dans son ensemble qui ont été visés. Ça s'est trouvé à Nice. Il y a eu d'autres cas ailleurs. Monseigneur à Saint-Étienne-du-Rouvray. Oui, le Père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Enfin, voilà. Et ça veut dire donc que vous généralisez ? Il y a une guerre d'une certaine partie de l'islam, heureusement pas l'ensemble de l'islam, contre les chrétiens, et pas qu'en France. La France, c'est presque, j'allais dire anecdotique, mais la mort d'un homme ou d'une femme n'est jamais anecdotique. Mais voilà, il y a c'est limité en nombre, en tout cas par rapport à d'autres pays, par exemple en Afrique. En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Enfin, il y a des coups de boutoir, qui sont lancés contre l'Église catholique et contre ses membres. C'est une réalité. En fait, il faut arrêter d'être angélique à ce niveau-là, quoi. Le pape François à présent, c'est notre dernier sujet ce matin que je vous invite à commenter. La passe d'armes entre le pape François et Donald Trump au sujet des migrations. Et il y a eu un échange entre les deux chefs d'État. Le pape doit se concentrer sur l'Église catholique et nous laisser nous occuper des frontières. C'est ce qu'a dit Donald Trump, le principal conseiller de Donald Trump, pour être précis, celui pour la politique migratoire, après les vives critiques que le pape François a adressées au chef de l'État américain
contre les expulsions de migrants aux États-Unis. Je voudrais qu'il se concentre sur l'Église catholique et nous laisse nous occuper de nos frontières. Il veut nous attaquer parce que nous assurons la sécurité de nos frontières. Il a un mur autour du Vatican, n'est-ce pas ? A-t-il dit. Voilà, donc les murailles du Vatican protègent le pape François. Et c'est vrai qu'entrer au Vatican, ce n'est pas si simple que ça. Il y a quand même pas mal de contrôles. Et les frontières donc sont assez bien assurées au Vatican et les autorités américaines jouent un petit peu là-dessus. Sophie Ruberti, que pensez-vous de cet échange un peu aigre-doux ? Alors finalement, il y a deux questions. C'est le pape peut-il parler en matière politique ? Parce que finalement, c'est un peu ça la question. Puis deuxième chose, a-t-il une chance d'être entendu ? Ça, c'est la deuxième question. Alors, est-ce qu'il peut parler en matière politique ? Oui, il peut parler en matière politique, puisqu'à partir du moment où il y a un problème moral qui touche la dignité de la personne humaine, les droits fondamentaux de la personne, l'Église peut parler. Et donc, le pape peut parler. A-t-il raison ? Je ne sais pas, effectivement. Je ne connais pas suffisamment la situation de l'immigration américaine et les décisions qui ont été prises par Trump pour porter un jugement sur le sujet. Est-ce qu'il va être entendu ? Il est assez probable que non. Néanmoins, est-ce qu'il a raison de parler ? Il peut le faire... Parce que ça lui permet de rappeler ce droit fondamental qui est celui de migrer, qui est compensé aussi par le droit des États de limiter l'immigration pour un certain nombre de raisons internes. Donc on a ces deux droits, le droit de migrer et le droit de limiter son immigration, qui se touchent, qui se chevauchent et qui sont pas si simples que ça à définir. Il faut rappeler que le pape ne s'adresse pas à Donald Trump. Il s'adresse aux évêques catholiques américains dans sa lettre. Donc déjà, il s'adresse comme chef de l'Église catholique à des gens dont il a la responsabilité. Voilà. Et puis il fait suite aussi à une première salve de critiques qui émanait de ces évêques catholiques. L'évêque de Washington, l'évêque de New York ont critiqué la politique migratoire de Donald Trump. Ce que le pape reproche à Donald Trump, sans le nommer, c'est qu'il assimile l'immigration à la criminalité. C'est faux, factuellement c'est faux, et il a raison en ce sens de dire qu'il faut discerner et que l'immigration en tant que telle d'abord est un droit et n'est pas assimilée. Enfin, les immigrés ne sont pas des criminels en puissance. Il y a par définition. Par définition, il y a 11 millions, on estime. Parce qu'évidemment, comme ils sont illégaux, c'est difficile à... On estime à 11 millions de personnes les immigrés illégaux aux États-Unis sur une population qui avoisine les 350 millions de personnes. Ces gens-là, ils travaillent. Ils fournissent une main-d'œuvre bon marché à des industries, notamment, je pense en Californie, mais ils travaillent dans les plantations, ils travaillent dans les garages, c'est les nounous, les femmes de ménage, des gens qui aujourd'hui critiquent cette immigration. Moi, je trouve que on ne peut pas les esclavagiser non plus, sous prétexte qu'ils sont illégaux. Non, et ce sont des hommes et des femmes qui ont des droits comme les autres. Moi, je trouve que le pape a raison de faire entendre sa voix sur ces questions-là. Il a raison, et je me dis en fait qu'il faut que ce soit le pape qui parle, parce que aujourd'hui, ce que fait Donald Trump nous laisse tellement dans un état de sidération, que ce soit sur le plan interne aux États-Unis que sur le plan international, qu'on se dit mais qui osera parler ? Qui osera dire c'est n'importe quoi ? Qui osera ? L'Europe, on a l'impression qu'elle est tétanisée. La Russie se frotte les mains. La Chine commence à s'armer. On est à l'aube d'une période qui, moi, me terrifie. Je crois que le mot est juste, en fait. Je me dis à quelle aune va-t-on sacrifier les Ukrainiens ? Qui sera le prochain ? Moi, le pape est la voix du bien dans un monde qui déraille. Il est la voix de la raison, de la justesse, et il a raison. On lui reprocherait plus tard, l'histoire lui reprocherait de ne pas avoir parlé à ce moment-là. Il a raison de le faire, il a raison de le faire en tant qu'entité morale. Voilà, on doit tous, et nous, chacun à notre échelle, on doit s'élever contre ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et ce que fait ce président américain. Merci Priscilla Desselves. On va conclure sur cette tirade, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie. Et merci Sophie Ruberti, journaliste et auteure.